Bonjour à tous et d'abord toutes mes excuses pour ce début en retard. Il faut le temps qu'on adopte la nouvelle bête qu'on a. Aujourd'hui c'est la dernière séance du séminaire Code Source. Les deux séances précédentes ont été enregistrées aussi en vidéo et le montage est en cours. Et donc ce sera bientôt, j'espère au cours de ce mois-ci, qu'on pourra les mettre en ligne avec les petites incrustations qui permettront d'apporter quelques compléments à la vidéo. L'orateur que nous allons entendre aujourd'hui, Samuel Goyem, ici présent, il est doctorant, mais bientôt docteur, en co-tutelle internationale à l'université Laval, alors l'université Laval en études littéraires, ouais, et à Paris 4 en sciences de l'information et de la communication. Exactement. Il a également une charge de recherche sur les cultures numériques. Ouais, je faisais partie de la chaire de recherche sur la culture numérique à l'université Laval. Et alors cette co-tutelle, elle seule, études littéraires et sciences de l'information et de la communication, montre l'intérêt du travail de Samuel pour notre séminaire, puisqu'il va à rebours de la distinction, la séparation délétère que l'on fait souvent entre les sciences et les lettres, pour montrer que chacune des deux cultures peut être utile à l'autre, pour montrer certains aspects qui sont souvent négligés. Et la thèse de Samuel porte sur les interfaces de programmation, les API. C'est un sujet qui est assez sensible justement pour montrer ce rapport entre les sciences et les lettres. Alors, il va vous expliquer précisément avec des exemples ce que c'est que les API, où elles se trouvent, etc. Mais son but est entre autres de montrer quelles sont les formes de texte qui se cachent derrière ce type d'outils et derrière les dialectes que les API engendrent. Et alors ça appelle évidemment des compétences diverses qui sont aussi bien des compétences évidemment techniques, informatiques, que des compétences littéraires, sémiologiques, voire philologiques, puisque s'il s'agit de savoir quelles sont les formes de pensée qui s'expriment derrière des langages, derrière certaines formes de dialectes, dans ce cas-là, on peut dire qu'on est d'une certaine façon dans la philologie. Pour dire les choses en termes wittgensteiniens, tu pourras rajouter Wittgenstein dans ta thèse s'il n'y a pas déjà. Je vais rappeler philologie. Ah, d'accord. J'y avais pensé, mais dit comme ça, c'est encore plus clair. Pour dire les choses en termes wittgensteiniens, les API entre autres, mais c'est appelé généralement des langages de programmation, ce sont des jeux de langage, c'est-à-dire des formes de langage qui sont utilisées et qui possèdent des formes de régularité propres et qui sont en interaction avec des formes de vie, c'est-à-dire la façon dont les choses agissent, dont les humains agissent, et les machines aussi, la façon dont elles leurs pratiques et leurs interactions, tout ça, c'est relié à des formes de langage. Donc c'est pour ça que les API ne sont pas simplement un sujet technique mineur, et pourquoi il ne peut pas y avoir une philosophie des API au même titre qu'il y aurait une philosophie du fil à couper le beurre, mais derrière cet outil apparemment simplement technique se cachent des enjeux qui sont ceux de la parole et de l'action. Voilà, Samuel, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour cette présentation qui résume tout à fait extrêmement bien ma démarche. Bonjour à toutes et à tous, merci aux organisateurs pour l'invitation. Je suis très heureux de parler ici aujourd'hui puisque c'est un des seuls séminaires que je connaisse qui traite de la question du ou des codes informatiques de manière centrale et surtout des codes comme texte, ce qui les ancre justement dans une autre culture que la simple culture technique, mais qui les ancre dans une culture du texte, de l'écriture. Ça, pour moi, c'est très important. Alors, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de venir parce que je suis en pleine rédaction et puis j'ai eu des charges d'Atera à l'UTC Compiègne et à Metz. Je suis aussi chercheur associé à l'UTC au COSTEC, donc le labo de l'UTC. Et puis, je suis très content aussi parce que c'est la première fois que je parle à un public de spécialistes d'informatique. D'habitude, je suis plus habitué à des publics en sciences humaines et sociales. Donc là-dessus, je suis assez content. Effectivement, qui suis-je et que fais-je? Alors, qui suis-je? Ça, c'est traité. Donc, je fais une thèse, effectivement, en sciences de l'information et de la communication, avec Emmanuel Souchier et Milad Louhi, donc mes co-directeurs. Alors, effectivement, je ne suis pas informaticien, mais j'analyse le rôle du code informatique et de certaines procédures informatiques, que sont les API, dans la composition des pages web. C'est-à-dire le rôle qu'elles jouent dans la génération de formes de texte comme
ce que vous voyez là. Donc vous avez des boutons, des boutons dans tous les sens, des j'aime, des suivre. Vous avez ce qu'on appelle des tweets ancrés à l'intérieur d'un texte, donc c'est ça. Vous avez un article et puis au milieu vous avez cette forme-là qui vient s'incruster. Vous avez des protocoles qui permettent de récupérer des informations sur Facebook et de générer des profils, etc., de générer des pages. Donc je vais revenir sur ces exemples. Ma thèse donc, porte sur les API web. En fait, principalement, mon corpus, c'est celle de Facebook et de Twitter. C'est des API publics. Donc vous avez la documentation sur Internet. Et donc leur rôle dans la mise en page des textes de réseaux contemporains. Alors, ça ouvre aussi à, je pose ça rapidement, ça ouvre à la part de la combinatoire dans la production des textes, puisque les ordinateurs étant des machines basées sur un fonctionnement combinatoire, ça travaille le texte qu'on va pouvoir lire. Et plus largement, je m'intéresse aussi à la part du calcul et de l'activité propre aux machines informatiques qu'elles calculent dans la production du texte. Voilà. Alors, rapidement, comment on pourrait définir une API? Une API, c'est un accès structuré à des données ou à des ressources logicielles auxquelles on ne disposerait pas, auxquelles on ne dispose pas. Et donc, on a accès à ces données en s'identifiant, en faisant une requête, et on récupère auprès, ici, de Facebook ou de Twitter, des données ou des briques. Des briques comme les tweets que vous voyez. Donc, je pars de cette définition assez simple, mais pour vous dire que ma problématisation est la suivante. Je pars du constat que les API sont des outils d'écriture. Ce sont des outils d'écriture qui ont intégré la chaîne de production des textes de réseau contemporains. Donc, si ce sont des outils d'écriture, qu'elles ont intégré cette chaîne de production, ça veut dire qu'elles jouent un rôle éditorial. Ça veut dire qu'elles jouent un rôle de mise en forme du texte. Et elles jouent un rôle dans le modèle économique de certains acteurs, Facebook et Twitter en tête. Et ce rôle, tant éditorial que économique, peut se lire dans le code informatique. Alors j'entends par là le code source des pages concernées, j'entends par là la documentation des API, la manière dont une API est structurée, comment elle structure les objets auxquels elle permet l'accès, etc., etc., etc. Donc, à partir de là, on va suivre le plan suivant. Une première partie sera consacrée à la question du lien entre forme et outils d'écriture. Et ça me permettra de problématiser encore plus en amont mon objet, donc les API. Et ensuite, ça me permettra d'enchaîner sur les deux autres parties, qui seront d'abord l'affirmation que l'informatique est une technique d'écriture et en tant que telle, elle est porteuse de certaines conceptions du texte. D'accord ? Pour ça, je préciserai ce que j'entends, puis j'irai. Pour moi, il y a deux conceptions principales que l'on retrouve dans les API. C'est l'abstraction et la modularité du texte. Okay. Je montrerai ça à travers l'exemple des subroutines, de l'invention, de la création de ce qu'on appelle des subroutines en programmation, dans les années 50 à peu près. Et le deuxième point, c'est une conception de l'écriture, une conception discrète de l'écriture, autour du modèle défini par Turing en 1936, qui ouvre à l'action de la manipulation. Okay. Donc ça, c'est la première partie, si vous voulez, c'est un peu une généalogie des API. C'est-à-dire que je vais puiser dans l'histoire de l'informatique pour voir quelle est la pensée de l'écriture et du texte que les API, dont les API héritent en quelque sorte. Et ensuite, la troisième partie, ça sera plutôt de dire, une fois qu'on a fait cette généalogie-là, on va voir comment ces deux pistes que j'ai trouvées, c'est-à-dire modularité et abstraction, discrétisation et manipulation, sont utilisées, sont mises à profit dans une industrie contemporaine qui est ce qu'un chercheur en communication, Yves Jeanneret, a appelé une industrie des passages, et comment les API jouent un rôle essentiel dans la circulation des textes parce qu'elles reposent sur une écriture modulaire et une écriture discrète. Voilà. Mais avant ça, il faut que je précise ce que j'entends par le lien entre forme et outil d'écriture, parce que en fait c'est ma problématique, c'est la formulation la plus générale de ma problématique et de mon approche. Ce qui m'intéresse, c'est les liens entre les formes et les outils d'écriture, c'est-à-dire en quoi les outils d'écriture, en tant que ce sont des objets techniques, participent aux formes de l'écriture et aux formes du texte. Comment la manière dont les outils fonctionnent travaille les formes produites. Okay.
Alors, pour être tout à fait clair, j'entends par forme les unités visuelles signifiantes d'un texte. Okay, ça peut être un paragraphe, ça peut être une image, ça peut être une enluminure, dans le cas de manuscrit, ça peut être la mise en page globale du texte, quand on la prend comme organisation spatiale. En somme, les formes, c'est tout ce qui permet à un texte d'être vu et donc lu. J'insiste un peu là-dessus parce que il n'y a pas de texte qui ne peut être vu. Un texte ne peut être, est toujours quelque chose que vos sens peuvent appréhender. Ce n'est pas forcément vu par la vision, vous pouvez lire en braille également, donc c'est le toucher qui entre en jeu. Mais il n'y a pas de texte sans rapport phénoménologique. Okay, donc ici, c'est surtout la visibilité. Sans forme du texte, sans appréhension sensible, il n'y a pas de lisibilité. Ça, c'est le pan sémiotique de mon approche. C'est-à-dire qu'un texte a toujours une composante sémiotique, a toujours une composante, il y a toujours des signes. Voilà. Deuxième pan, j'entends par outil d'écriture tous les dispositifs techniques qui permettent de produire les formes du texte. D'accord ? Donc j'ai une conception extrêmement large de l'outil, ça va d'un stylo à billes à un calame à un ordinateur. Voilà. Effectivement, c'est pour ça qu'un ordinateur, c'est pas un fil à couper le beurre. Parce que ça permet d'écrire. Ce qui est monstrueux parce que ça l'ancre dans une culture tout autre que le filaire. Voilà. Et dans une industrie également. Voilà. Donc ça, c'est le pan technique de mon approche. Je me situe en fait au point exact de rencontre entre ces deux-là, ce qu'on pourrait appeler une technosémiotique, c'est-à-dire une analyse des formes écrites qui porte particulièrement attention aux formes. Une analyse des formes écrites qui porte particulièrement attention aux conditions techniques de la fabrication de ces formes. Voilà. Et qui ouvre aux objets et au savoir-faire engagés dans la production d'un texte. Alors, je vais vous donner un exemple, parce qu'en fait, j'ai compris ça quand j'ai appris, j'ai pas appris, quelqu'un m'a montré comment on faisait de la calligraphie. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait de la calligraphie. Bon, super. Alors, c'est très étonnant, surtout quand, je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais quand on a l'habitude d'avoir un stylo bille, c'est un enfer. On se rend compte, par exemple, avec une plume, qu'on commence un trait, et puis on descend pour tracer par exemple un M, donc on va faire ça, un M en gothique, hein, ça va faire tchac, tchac. Puis on se rend compte qu'on ne peut pas remonter, ou on ne peut pas faire un cercle. C'est pas possible en fait. Ou ça accroche. Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi là-dessus, mais c'est très étonnant. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe à travers l'exemple de la calligraphie? Qu'est-ce que je veux montrer? C'est que l'écriture et les formes, elles sont déterminées par la rencontre entre un outil et ses propriétés, la plume, l'encre, qui a certaines propriétés d'absorption, qui réagit plus ou moins bien avec le papier, dont en fait l'ordre des fibres va déterminer les mouvements qu'on va pouvoir faire. On ne peut pas remonter, pourquoi? Parce qu'en fait la fibre, la plume gratte contre la fibre, ça fait un pâté et c'est illisible. Voilà. Mais il y a autre chose, c'est que si, dans le cas de la calligraphie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour apprendre à écrire, il faut apprendre un ordre, ce qu'on appelle un ductus, c'est-à-dire vous devez faire un M, il faut faire un tel trait en premier, un tel trait en second. C'est ce que vous voyez là, les petits chiffres en fait, c'est l'ordre des traits qu'il faut faire. Et l'angle de la plume pour générer telle forme, etc. Puisque c'est une rencontre entre papier et plume qui se joue. Donc si vous avez un ductus, ça veut dire que vous avez un certain savoir-faire à développer et à apprendre. Si vous avez un savoir-faire à apprendre, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous apprendre. Donc il y a une chaîne de savoir, une chaîne de transmission de savoir qui se met en place autour de l'écriture. Et si vous avez une chaîne de transmission de savoir, ça veut dire que vous avez des institutions qui vont prendre en charge cette transmission. Et donc, après, vous allez avoir tout un système symbolique, économique autour de qu'est-ce que c'est qu'écrire, est-ce que cette écriture elle se vend, est-ce que c'est des spécialistes, etc., combien, etc., etc., quelles institutions, lesquelles sont reconnues, etc. Donc vous avez tout un champ social qui se crée autour de l'écriture, quand on l'envisage comme ça. Voilà. C'est pour ça que quand on a cette approche technosémiotique, en fait, ça ouvre aussi à tout l'écriture en tant que phénomène social et anthropologique. Je ne considère pas l'écriture juste comme l'inscription de signes sur un support. Ça va plus loin que ça. Voilà. Alors, en quoi ça peut nous aider, cette introduction en quelque sorte, pour penser les API? En fait, ça permet de poser l'hypothèse générale. Si les API sont bien des outils d'écriture, ce sont des outils d'écriture qui sont ancrés dans une certaine discipline, dans l'informatique, dans une certaine histoire, dans certains savoirs, notamment le calcul formel. Je reviendrai avec Turing à
cette définition de l'informatique et ce lien entre informatique et calcul, parce que lui, il a une conception de l'écriture comme calcul, en fait, ce qui est très particulier. Et donc, si les API sont des outils d'écriture ancrés dans cette histoire, cette culture, on peut supposer que l'aspect informatique des API travaille les formes qu'elles permettent de produire. Que cette histoire et cette culture remontent en quelque sorte et ressurgit à la surface de la page sur le web. À partir de là, donc c'est à partir de là que je lance mes deux pistes qui vont constituer respectivement la seconde et la troisième partie de cette présentation. C'est la première, c'est que l'informatique amène deux aspects. C'est une tendance à l'abstraction et à la modularité du texte, et une tendance à la discrétisation de l'écriture. Discrétisation opposée à continu au sens mathématique du terme. Mais en même temps, ce qui est très intéressant avec l'informatique, et c'est ce qu'a montré notamment Milad Douai, c'est que c'est une discipline à la base, c'est une science, ok, née à la fin des années 40, qui est devenue une industrie assez rapidement en fait, dès les années 40, 50. Et donc, on peut aller plus loin et penser que les propriétés calculatoires de l'informatique, dont sont tributaires les API, sont exploitées par une certaine industrie contemporaine du texte, qui est l'industrie des passages. Je reviendrai, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, ça c'est l'approche générale. Donc les questions qui vont nous occuper aujourd'hui, c'est comment les API participent à une certaine économie du texte, et plus précisément, en quoi certaines propriétés rendues possibles par le calcul sont réappropriées et mises au service de cette industrie. Ok ? Bon, donc premier point, je vais commencer par une généalogie de mes objets. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique, parce que je n'aurai jamais le temps, et je vous renvoie pour ça à mon chapitre 2 de thèse. Enfin, 1 et 2. En revanche, je veux faire une sorte de carottage, en quelque sorte, en allant puiser dans l'histoire de l'informatique et dans l'histoire de la programmation. Je vais procéder donc en 3 temps. D'abord, je ferai un petit point sur les liens entre écriture et informatique, parce que pour moi, c'est vraiment ma thèse centrale. Ce qui me permettra de clarifier les 2 étapes d'après, c'est-à-dire un premier carottage dans l'histoire de la programmation, autour des subroutines, qui permettra de montrer que les API viennent de la recherche d'une écriture qui passe par l'abstraction de modules dans un programme pour faciliter l'écriture. Okay ? Et ensuite, un second carottage dans l'histoire de l'informatique, autour de Turing, qui permettra de montrer qu'on peut remonter au modèle de Turing pour comprendre que l'informatique est fondée sur une certaine théorie de l'écriture et une certaine théorie du signe, qui lie la question de la discrétisation des signes à la question de la manipulabilité. Alors, à leur manipulabilité, je reviendrai dessus. Voilà. Alors, quand je parle de l'informatique comme science de l'écriture, et quand je parle des ordinateurs comme des outils d'écriture, il faut bien distinguer 3 niveaux à mon sens. Le premier niveau, c'est que les ordinateurs sont des outils d'écriture, donc ça c'est facile, en tant qu'ils permettent d'écrire. Ça c'est un peu bateau. Par exemple, il y a des logiciels, ce PowerPoint, je l'ai fait avec le logiciel PowerPoint, donc j'ai pu écrire grâce à un ordinateur. Ok, bon, ça c'est facile. C'est le genre d'analyse qu'on fait ordinairement dans mon labo, en sciences de l'information et de la communication par exemple, comment les outils informatiques cadrent les pratiques, l'orientent selon certains modèles culturels, etc. Bon, ça c'est le niveau facile. Second niveau, là ça devient plus intéressant. Ce sont des outils d'écriture, je reprends, ce sont des outils en tant qu'ils fonctionnent grâce à un certain type d'écriture, qui est le code. En fait, qui est la programmation, soit la production d'un code défini comme un texte regroupant une liste d'instructions et de machines, texte qui doit pouvoir être lu par une machine et par des humains. C'est une définition extrêmement large, mais qui permet d'englober un petit peu tout. Voilà, ça c'est ce que j'appelle l'écriture pour la machine. Okay, et on écrit pour la machine selon la syntaxe du langage en question, selon les propriétés même de la machine, etc. Et donc on s'adapte aussi à son fonctionnement même, qui est le calcul, l'algorithmie, etc. Et le troisième niveau, c'est que les ordinateurs... Alors,
je me pose un instant juste pour vous dire, ce que j'appelle ordinateur, ça comprend aussi ça. Quand je dis ordinateur, c'est toutes les machines qui fonctionnent grâce à du calcul binaire intégré dans des circuits électroniques. C'est très large. Mais ça permet d'englober cet objet matériel-là, une tablette, n'importe quoi, non. Tous les objets qui fonctionnent grâce à du calcul binaire, formel, intégré dans des circuits électroniques. Donc, troisième niveau, les ordinateurs sont des objets, des outils dont le fonctionnement même repose sur un certain type d'écriture. Ce sont des outils qui écrivent. Et ça, c'est fondamentalement nouveau. Et ils écrivent, c'est-à-dire, ils calculent. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appelle l'écriture de la machine. C'est le niveau qu'on va voir avec Turing, en fait. C'est l'équivalence que Turing a posée en 1936 entre écriture et calcul. Voilà. Il a un mot dans un article de 50. Il dit, pour moi, écriture et calcul sont quasiment synonymes. Ce qui est très bizarre. Mais ça, il le pose en 36, cette équivalence. Voilà. Donc ce troisième niveau, il nous dit bien que l'écriture en tant que science, elle est basée sur... L'informatique, en tant que science, elle est basée sur une certaine conception de l'écriture et du signe. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, je fais juste deux remarques. La première, c'est qu'il me semble que ces distinctions, elles ouvrent à une foule de questions. J'en retiens une parce qu'elle me tient à cœur en ce moment, et puis elle fait écho à la conférence, je ne sais pas appeler ça une conférence, à l'intervention de Lisbeth de Mol ici même, l'an dernier d'ailleurs, c'était en juin dernier. C'était sur l'ENIAC en fait. C'était code source sans code, je crois, c'était le titre. C'était sur l'ENIAC et elle montrait que en fait, avec cette machine programmée, c'est pas écrire un texte, c'est réarranger des câbles en fait. C'est ancré dans une matérialité très forte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que à partir de quel moment en fait, au niveau de l'écriture pour la machine, donc au second niveau, au niveau de la programmation, donc, à partir de quand dans l'histoire de l'informatique on peut considérer qu'un programme prend la forme d'un texte, c'est-à-dire d'une entité visuelle qui tient dans l'espace d'une page ou dans un espace qu'un humain peut appréhender, un écran par exemple. Okay. Et ça, il me semble que c'est extrêmement important parce qu'il me semble qu'avec c'est à la suite des travaux de Lisbeth que j'ai élaboré ça, c'est que c'est important parce qu'il me semble qu'avec l'architecture de von Neumann, on passe pas seulement à un changement technique, on passe à un changement dans ce qu'est programmé. On tend vers un modèle qui consacre la programmation comme texte, et donc un modèle qui est plus abstrait, plus marqué par la logique formelle, et qui se détache d'une culture de l'ingénieur, d'une culture de la matérialité de la machine, pour aller vers une culture de l'écriture, et une culture de la logique formelle, et qui était présente mais qui est radicalisée. Donc voilà, premier point, c'est à partir de quel moment on considère qu'un programme est un texte. Voilà, ça c'est le premier point. Si vous voulez une question à 10 000 €, c'est en quoi on peut considérer que le calcul est de l'écriture. En quoi on peut considérer qu'une machine Turing écrit, ce qui est un énorme problème pour les gens qui s'intéressent à l'écriture, parce qu'elle écrit d'une manière tellement spécifique, ce que je vais vous montrer, que c'est très bizarre. Seconde remarque, ces trois niveaux sont liés. C'est-à-dire que la façon dont la machine écrit, le calcul formel, a des incidences sur la façon dont on écrit pour elle, a des incidences sur la façon dont on peut programmer. On est toujours redevable de la logique, de formulation algorithmique, etc. Deuxième type de lien, les formes produites, donc qui se situent au premier niveau ici, les formes que les utilisateurs lambda produisent, sont redevables du calcul, qui est la manière de fonctionner de la machine. Elles en portent la marque. Ça ne veut pas dire que tout est déterminé par le calcul, mais il y a quelque chose dans ce qu'on lit à l'écran qui est de l'ordre du calcul. Voilà. Donc, une fois que j'ai défini ça, je vais passer à mon premier carottage en quelque sorte, qui est la question de la modularité et de l'abstraction du texte, autour de l'exemple des subroutines. Alors, rapidement, pour ça, il faut que je revienne à quoi sert une API en fait. Une API, ça sert essentiellement à avoir accès à des blocs de fonctionnalités conçus pour faciliter l'écriture de pages web et ou de programmes. Okay. Il est clair qu'il est plus simple quand vous voulez ouvrir un site web, il est plus simple d'aller demander à Google est-ce que je peux avoir un fond de carte avec un petit marqueur sur l'emplacement de ma boutique, que de faire vous-même le fond de carte, que de vous-même faire la mise en page, etc., et de vous-même générer un marqueur, etc., etc., etc. C'est beaucoup plus simple.
Bon. Donc, ce sont des outils qui facilitent l'écriture en fournissant des blocs de fonctionnalités. L'enjeu, c'est effectivement pas réinventer la roue à chaque fois, aller plus vite. Alors, dans quelle histoire de la programmation cette fonction-là, elle s'ancre, dans quelle conception de l'écriture ça suppose? Je défends l'idée que ça s'ancre dans une histoire de la programmation et dans une forme d'écriture de logiciels qui isole des modules suffisamment plastiques, à la fois pour être réadaptés selon les contextes d'utilisation, et suffisamment standardisés pour pouvoir être réutilisés très facilement. D'accord ? Ça, c'est particulièrement fort dans le paradigme de la programmation modulaire qui est né dans les années 70, autour du travail de Gontier et Ponto, de David Parnasse, qui ont beaucoup élaboré là-dessus. Et on voit ça aussi dans la mise au point de ce qu'on appelle les subroutines. Donc je vais me concentrer sur ce dernier point. Alors, les subroutines, c'est un concept qui est né au début des années 1950 et qui obéit au principe suivant. En fait, le principe de la subroutine, c'est qu'on peut diviser un programme en plusieurs séquences qui sont autant d'étapes de calcul. Okay ? Certaines séquences sont spécifiques à un problème, c'est-à-dire à quoi sert ce calcul et ces opérations-là, et d'autres sont génériques, c'est-à-dire que vous avez des séquences qui peuvent être réutilisées dans d'autres programmes. Donc on pourrait faire du copier-coller en fait, c'est ça que ça veut dire. Créer une subroutine, c'est repérer dans un programme les séquences qui peuvent être conçues comme génériques, les isoler, donc les abstraire de leur contexte initial, enlever en quelque sorte les scories, les marques de leur contexte initial, pour les constituer en un bloc autonome qu'on peut remobiliser à souhait. En ça, pour moi, les subroutines, ça témoigne, les API sont dans la filiation intellectuelle des subroutines. Alors, le terme subroutines, il apparaît pour la première fois dans un rapport de 1945, décrivant le fonctionnement de l'ENIAC, justement, on y retourne, un rapport de Eckert, Motley et Goldstein. Et il est ensuite largement repris dans d'autres rapports techniques. Haskell Curry, il en parle, dans Study of Inverse Interpolation of the ENIAC. Alors lui, il utilise le terme de stages, ce qui est un peu différent, mais la fonction est globalement la même. On le retrouve dans des manuels de programmation. Il y a Grace Hopper qui a beaucoup bossé là-dessus, notamment pour les premiers langages assembleurs. J'ai retrouvé un cours de 1954 au MIT, où elle fait une conférence sur les langages assembleurs et elle parle de ce problème des subroutines. Donc on le retrouve là, on le retrouve dans des manuels de programmation aussi, dont un texte de von Neumann et Goldstein qui s'appelle Planning and Coding of Problems for an Electronic Computing Instrument. Voilà. Donc c'est en fait un manuel de programmation autour des travaux qui mènent à l'Institute of Advanced Studies à Princeton, où ils sont en train de construire une machine. Le programme est commencé en 1946, la machine est fonctionnelle en 1952. Voilà. Je vais m'intéresser à ce texte-là parce qu'il montre bien en quoi l'idée de l'abstraction, elle est au cœur des subroutines en fait. Alors, le point de départ de von Neumann et Goldstein, c'est la nature des problèmes calculables. C'est ce que je vous ai dit, c'est qu'ils remarquent que les problèmes qui peuvent être résolus par un ordinateur peuvent être divisés en parties simples, c'est des problèmes complexes, donc qui ont plusieurs parties, donc on peut les diviser en parties simples. Et ils remarquent que certaines séquences de problèmes peuvent être réutilisées dans d'autres problèmes, c'est-à-dire en fait programmes, c'est-à-dire voilà, on organise une séquence de calcul pour que la machine puisse faire son boulot, c'est-à-dire calculer. Donc, je cite, l'idée de base, c'est de commencer par encoder des problèmes simples, indépendamment du contexte dans lequel ils peuvent apparaître, pour ensuite insérer ces séquences codées comme des unités indépendantes quand se pose un problème complexe dont elles sont une partie. Ok ? Bon, l'exemple, enfin, pour vous donner un exemple, pour que ça soit très clair, on est dans la fin des années 50, donc c'est pas du tout les mêmes utilisations des machines qu'on a aujourd'hui, mais imaginons que vous avez un calcul balistique à faire, un calcul de trajectoire de missile, ok, très bien.
Donc vous allez programmer votre machine, vous allez écrire les différentes instructions, vous allez voir qu'il y a plusieurs séquences de calcul que vous pouvez thématiser en partie. Bon, très bien. Ensuite, vous avez besoin de faire un calcul météorologique ou un calcul de probabilité statistique. Et puis vous vous rendez compte en réécrivant le programme qu'il y a sûrement des parties en fait, que vous avez déjà écrites. Donc qui sont communes aux deux. En fait, ce que font Vandeman et Goldstein, c'est isoler ces parties communes. Isoler les parties communes de leur contexte de base, la balistique, le calcul statistique, et abstraire de ces deux contextes-là un module abstrait, réutilisable, réencodable en quelque sorte. Donc c'est vraiment l'application d'une pensée analytique élémentaire, c'est-à-dire il y a des problèmes complexes qui peuvent être divisés en parties simples, on peut abstraire les parties simples et les réintégrer dans d'autres problèmes complexes, et une pensée analytique qui sert une optimisation et une économie de l'écriture. Ça c'est particulièrement intéressant. Je cite, ouais. Juste une remarque, tout à l'heure tu parlais de temporalité de l'écriture, et c'est intéressant la façon dont tu présentes les choses, parce que souvent c'est comme ça, d'abord on répète, ensuite on se dit ah je l'ai déjà fait, et ensuite on factorise. Ouais. Alors que si on voyait les choses d'en haut, on pourrait dire qu'on factorise dès le départ, et ensuite on applique les différentes instances. C'est important, c'est intéressant de voir ça. En fait, Vandeman et Goldstein, ils commencent par là, ils disent il y a deux moyens de faire. Soit on commence, on écrit tout, et puis on se dit ah ouais, tiens, en fait, on pourrait isoler des parties. Soit on commence en amont, effectivement, on isole des blocs, et ensuite on va adapter ces blocs. Dans le milieu Linux, ils font beaucoup ça, sans arrêt, ils factorisent le code à chaque fois. Ouais. Voilà. On a réuni. Oui, c'est ça, factoriser, c'est ça, on essaie c'est une façon d'écrire, une façon de penser en fait, qui peut se retrouver, qui a beaucoup d'avatars en fait. Mais effectivement. Mais ça, c'est ça, dès le début de la programmation, on se pose ces questions en fait. C'est ça qui est facile. Ça témoigne de cette. Et après, effectivement, c'est pour ça que c'est important, ça c'est bien des manuels en fait. C'est vraiment des manuels genre, ok, bon, on a réussi à mettre au point des machines, maintenant comment on écrit pour elles, quelle méthode on va mettre en place et quel mode de pensée on met en place. Et donc, je vous dis, c'est sert une optimisation et une économie de l'écriture, plutôt que de tout réécrire à chaque fois. On développe des méthodes qui permettront, quand un problème se présente comme la partie d'un problème plus complexe, d'utiliser la séquence codée de ce problème simple, ce qu'ils vont appeler la subroutines, comme une entité indépendante. Ils parlent même de les mettre dans des bibliothèques, au sens matériel du terme. Vous allez avoir un meuble avec vos subroutines, vos cartes, etc. Vous allez avoir matériellement, ça va être attesté, cet objet. Donc comme une entité indépendante, et ainsi éviter de devoir recoder ce problème à chaque fois qu'il apparaît. Voilà. Donc optimiser l'écriture, pas trop perdre de temps, je préfère. C'est des considérations de base. Mais ce sont des considérations de base, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pensée de l'abstraction au cœur de ce modèle-là. On peut décomposer un programme en modules indépendants. Indépendants de quoi? De leur contexte d'utilisation, de là où ils sont appliqués en quelque sorte. Et c'est cette abstraction qui permet ensuite de les remobiliser, de les réintégrer dans de nouveaux problèmes et dans de nouveaux contextes. Voilà. Ça, c'est le premier point. Second point. La seconde notion, qui est la notion de discrétisation, c'est celle-là, elles sont plutôt dans l'histoire de l'informatique, autour du modèle d'écriture de Turing, l'écriture de la machine dont je vous ai parlé. C'est un modèle qui lie discrétisation et manipulation. Ça, je vous ai mis un petit doodle, c'était, je crois, pour les 100 ans de la mort de Turing. Non, ça, non, pas 100 ans. Naissance, n'importe quoi. Non, puisqu'il est mort après hier, c'est pas possible ça. 100 ans de la naissance, pardon. C'est un petit doodle, parce que je pense que vous êtes tous familiers avec au moins ce qu'est une machine de Turing, comment ça fonctionne. Je dis ça parce qu'en SHS, des fois, ils ont beaucoup de représentants, enfin il y a beaucoup de fantasmes en fait autour de Turing et ils font n'importe quoi. Donc, Turing écrit son article en 1936, Uncomputable Numbers, with an application to the Entscheidung problem. Mon allemand est très très mauvais. Donc où il répond au problème de la décidabilité posé par Hilbert et Ackermann en 1928, et pour y répondre, il imagine une machine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'imagine, ça me fait toujours, je trouve ça très beau. Il imagine une machine qui va devenir un des modèles théoriques principaux de l'informatique. Alors il y a d'autres textes, pour avoir beaucoup échangé avec Lisbeth de Moll là-dessus, il y a d'autres textes, il y a quelqu'un comme Emil Post qui va parler
des processus combinatoires, pareil en 36. Ça se rapproche extrêmement. Il y a la même conception de l'écriture en fait, mais il y a moins la dimension mécanique et automatisée chez Pours. Donc, je ne détaille pas le fonctionnement de la machine de Turing, j'attire juste votre attention sur deux propriétés. Qui sont pas là. Moi, je vais vous les dire, en fait. C'est une machine finie, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un point de départ, un point d'arrêt, elle a un nombre déterminé de configurations, ce que Turing appelle des états, un nombre déterminé de symboles, ça peut être 0, 1 ou jusqu'à X, mais il faut que ça soit un nombre fini. Mais un nombre fini d'opérations. Elle peut inscrire, effacer, aller à gauche, aller à droite. Voilà, point barre. Deuxième propriété, ces opérations sont discrètes. C'est-à-dire que la machine saute d'une configuration à une autre, d'un symbole à un autre. Elle parcourt la bande de papier, elle est divisée en cases, elle ne peut pas être continue. Et elle va sauter, elle va aller de point en point, d'opération en opération, etc. De brique élémentaire en brique élémentaire. Aucune action n'est continue. Et ce qui m'intéresse, c'est que pour Turing, cette machine écrit, ou en tout cas elle mène une activité, le calcul, que Turing compare à l'écriture. À l'écriture humaine. Hein. Il dit très clairement qu'il fait la comparaison avec un écrivain humain, un calculateur humain et un calculateur machinique. D'ailleurs, dans le texte en fait, de 36, quand vous le lisez, quand il parle de computer, il parle des gens qui, à l'époque, faisaient des calculs. Des gens qui étaient employés pour mener des calculs pour des entreprises. Cette écriture, elle est structurée autour de 5 principes. Donc ça, c'est ce que je retire de ma lecture du texte de Turing. Le premier principe, c'est le principe de formalisation, c'est-à-dire que les symboles ne renvoient pas à des sons, ni à des entités du monde réel, mais à des abstractions logiques. Ça, c'est la grande différence avec l'écriture humaine, c'est une des grandes différences avec notre écriture à nous. Et il n'y a pas d'interprétation entendue comme l'attribution à un signe d'un sens possible selon le contexte. Nous, quand on interprète, quand on lit une inscription ou même un pictogramme, on fait cette interprétation en fonction du contexte et d'une multitude de données. Dans le cas de la machine de Turing telle qu'elle est décrite en 36, il ne peut pas y avoir d'interprétation multiple, surtout. C'est ça. Et ça ouvre au deuxième principe, qui est le principe de monosémie, c'est-à-dire que les symboles lus par la machine doivent être le moins ambigus possible. En fait, ils ne peuvent pas être ambigus. C'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient immédiatement reconnaissables et qu'ils renvoient à une seule signification. 1 et 0 ne peuvent renvoyer qu'à soit quelque chose ou absence de quelque chose. Voilà, point barre. Ou à autre chose. Une suite de 8 symboles, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, peut dire par exemple déplace tel résultat dans telle unité de calcul. Voilà, ou déplace-toi de 2 cases à gauche et inscris 1. Voilà. Mais ça ne peut pas dire autre chose. Sinon, la machine ne sait pas quoi faire, elle n'est pas en mesure de décider par elle-même. Donc elle donne. Voilà. Et donc ça ne peut plus être automatique, donc il n'y a plus aucun intérêt. Troisième principe, principe de discrétisation. Donc la machine manipule les symboles élémentaires et discrets sur un support discret, etc. Je passe rapidement là-dessus, je crois que je vous ai suffisamment expliqué. Principe combinatoire, chaque symbole peut être combiné à un autre, indéfiniment dans les limites de la mémoire disponible. Et cinquième point, alors ça c'est assez drôle, cette écriture elle se déploie sur une seule ligne et on n'a pas besoin de la bidimensionnalité, c'est-à-dire verticalité, horizontalité. Là, Turing il a un petit passage où il dit j'estime que pour le calcul, souvent les humains calculent en utilisant la verticalité et l'horizontalité de la page. Si vous faites une division un peu comme quand on apprend à l'école, on utilise quand on a les tables de multiplication, on utilise l'horizontale verticale. Turing dit non, on n'en a pas besoin. On peut se contenter d'une seule ligne, une longue ligne de calcul, enfin de symboles qu'on va manipuler, etc. Donc, certaines de ces caractéristiques ne sont pas propres à l'écriture calcul, l'écriture de la machine. En revanche, c'est la conjonction de ces principes qui permet de rendre automatisable cette écriture. Et j'insiste particulièrement sur l'action de la formalisation et de la discrétisation. Il y a un très bon article de Jean Lassègue et Giuseppe Longo sur justement c'est quoi cette comparaison que fait Turing entre l'écriture et le calcul et à quel modèle d'écriture il se réfère. Et ils insistent bien, eux ils parlent d'une asthèse du signe que Turing introduit via
la logique formelle d'Hilbert. Bruno Bachimon, qui est chercheur à l'UTC Compiègne, il parle d'un divorce strict entre les caractères et la signification dont ils sont porteurs. Mais ce qui est important, c'est que l'écriture ne peut être mécanisable que si elle est formelle, c'est-à-dire que si les symboles sont vidés de leur sens. Et donc ouvert à tout encodage possible. Et ça, c'est la différence fondamentale peut-être avec l'écriture humaine. Et c'est ce qui permet la grande manipulabilité de l'écriture informatique. C'est-à-dire qu'une même séquence de symboles, selon l'encodage, peut désigner des actions différentes, des formats des fichiers différents, ça peut être réapproprié, recontextualisé, recombiné, se prêter à toutes sortes de transformations. Voilà. En gros, ça veut dire qu'il y a une sémiologie, en fait. Il y a une théorie du signe, par l'entremise du formalisme hilbertien, et c'est en vidant le signe de toute signification qu'on va pouvoir mettre au point une machine qui va procéder à ce que Leibniz appelle un calcul aveugle, c'est-à-dire un calcul automatique, qui ne se préoccupe pas du sens, en fait. Voilà. Et donc, en ce sens, le formalisme et la discrétisation de l'écriture participent à sa manipulabilité, puisque c'est ce formalisme et cette discrétisation qui permettent de réaliser une multitude d'opérations très rapidement et de façon automatique. Voilà. Donc ça, jusque-là, on a isolé deux couples de notions, abstraction et discrétisation, qui sont particulièrement importantes, respectivement en programmation et dans l'informatique. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je veux voir l'influence que ça a sur les formes de texte. Sur les formes de texte qu'on trouve sur les réseaux et la façon dont les API reconfigurent ces deux notions-là. Donc, pour ça, il faut passer dans les API, aux API au sens comme maillon éditorial, maillon d'une chaîne éditoriale et donc maillon d'une certaine industrie du texte. Et une certaine industrie du texte que j'aimerais qualifier d'industrie des passages. Alors, je vais aller assez rapidement là-dessus. Juste, l'industrie des passages, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y a une tendance du capitalisme contemporain qui est la richesse se crée par la circulation. La circulation, ce n'est pas nécessairement la circulation des biens et des personnes, mais la circulation, ça désigne le fait que les idées dans une société donnée ne naissent pas de nulle part, mais passent par des médiations matérielles, sémiotiques, institutionnelles, par lesquelles les objets culturels sont en permanence modifiés, repris, réappropriés, etc. La circulation, c'est toujours une réappropriation. Et l'écriture joue un rôle fondamental là-dedans, puisque c'est un vecteur de mise en circulation et de réappropriation. Je vous donne un exemple très simple. La musique quand on écoute de la musique via une plateforme de streaming, c'est une médiation technique, okay, puisqu'on a un certain format de fichier, on a un serveur qui opère d'une certaine manière pour que tout le monde puisse à peu près pouvoir lire la musique de manière optimale. Mais c'est aussi une médiation sémiotique puisque ça passe par une interface qui donne à lire ce que c'est que l'écoute musicale. Et donc cette médiation technique et sémiotique, elle transforme ce qu'on appelle l'écoute, ce qu'on appelle la musique, ce qu'on appelle un album, ce qu'on appelle un morceau, etc. etc. Voilà. En gros, tout ce qui a constitué notre approche de la musique pendant tout le siècle dernier. Bon. Là-dessus, je vais juste vous introduire à la notion d'industrie médiatisante, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs économiques dans cette industrie des passages, où la circulation la réappropriation devient vecteur de richesse. Il y a des acteurs économiques qui sont faits qui encouragent, qui encadrent, qui outillent la production des textes qui vont être amenés à circuler, et les réappropriations des textes. Okay. Et ces industries, elles tirent profit de cette réappropriation. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est Google, etc. C'est des industries qui équipent leur production de texte et leur réappropriation. Ça, c'est des industries médiatisantes. Comment cette industrie des passages, elle se joue dans le code en tirant parti de la discrétisation et de l'abstraction qu'on a vu. Alors, premier exemple pour l'abstraction. Je vous prends un exemple de la carte Twitter. Alors, les cartes Twitter, c'est quoi? C'est une fonctionnalité gérée par l'API qui permet, lorsqu'un tweet contient un lien, par exemple ici, lemonde.fr/Raymond Braque, etc. Donc ça c'est comment on appelle la nécrologie, la nécro de Raymond Braque, qui permet de générer non pas seulement le tweet, mais ce que Twitter appelle la carte, c'est-à-dire tout cet ensemble-là. Ça c'est généré automatiquement. Ça aussi, mais ça c'est Étienne Fournel qui l'a fait. Tout ça c'est généré via l'API.
Donc, comment ça marche? Lors de l'écriture de la page web, donc les développeurs du site du Monde ont introduit dans la balise head des infos sur le type de carte. Donc vous avez là par exemple la propriété. Hop, où est-ce qu'elle est? Voilà, là. Twitter, carte, content, summary. Ça veut dire que c'est un certain type de carte. Vous avez plusieurs types. Vous avez des cartes vidéo, vous avez des cartes images, etc. Vous avez tout un ensemble d'informations. Là, c'est la hauteur, la largeur, enfin, tout ce qui va être placé dans la carte. Okay. Donc en gros, on va retrouver toutes ces informations. C'est tout ce dont Twitter a besoin pour remplir la carte, pour générer en fait la carte qu'on vient de voir là. Donc vous allez retrouver exactement les mêmes informations, mais discrétisées, mises une à une sur des lignes comme n'importe quel programme. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la pensée du texte et au niveau, encore une fois, penser qu'on est dans le cadre d'industrie qui tire profit de la circulation des textes. Ça veut dire qu'en fait, la circulation des contenus, la circulation de cette page, la publication de cette page sur Twitter, elle est anticipée, elle est préparée en amont. Dès l'écriture du site, on prévoit que ça va être repris, réapproprié, republié. Et cette circulation, elle est encadrée, elle est équipée par les API, d'accord ? Par une syntaxe standardisée, ce que vous voyez là, la syntaxe qui est fournie par la documentation de l'API. Et ça peut aller extrêmement loin. Alors, ça, c'est un article de Wired, la revue Wired, qui a été publié sur Twitter. Pareil, même système, c'est une carte. Bon. Et puis, en allant voir dans le code source de la page, en fait, vous n'avez pas seulement... Ça, c'est juste pour Twitter. Ça, c'est le paragraphe. Là, vous avez le petit commentaire, hop, toutes les métadonnées qui concernent Twitter. Mais vous avez aussi tout ce qui va être repris par Facebook, tout ce qui va être repris quand ça passe sur un système Windows 8, Apple, le store de Google, etc. Pour qu'il y ait un lien vers l'application Wired, etc., etc. Donc là, vous voyez bien que on a en fait dans le code, pour cette forme de texte-là, on a un paragraphe pour chaque acteur industriel qui va entrer dans la réappropriation, dans la circulation de cet article, qui va pouvoir jouer un rôle dans cette circulation. Et pour chaque mode de consultation, puisque ça va être aussi l'appli Apple, le store Google, le système d'exploitation, etc. Donc, en quoi l'abstraction, ça joue un rôle là-dedans? En fait, les cartes qu'on voit là, hop, sont pensées comme des fragments abstraits de texte. Okay. Ça, c'est ce que vous voyez très bien dans la documentation de Twitter, notamment. Qui viennent s'ancrer de ci, de là. On parle de tweets ancrés, par exemple de vidéos ancrées. Donc vous avez cette pensée que la carte c'est quoi? C'est un espèce de module abstrait, défini informatiquement par un ensemble de propriétés, dont l'API donne la syntaxe, qui va venir s'ancrer dans des pages précises, okay, et qui va du coup se recontextualiser dans ce lieu-là qui est la page. Le calcul et l'interopérabilité permise par l'API permet d'outiller cette circulation et de radicaliser cette abstraction. Puisqu'en fait, à quoi ça sert tout ça? Qu'il y ait les mêmes métadonnées ou même tout ça, tous ces fragments de code, ça permet le fait que la carte elle va se répliquer exactement de la même façon, peu importe où vous le lisez. Que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, vous aurez la même photo, le même titre, le même chapeau, etc. Vous aurez la même forme de texte qui va se répliquer. Et ça, c'est permis par l'abstraction de cette forme-là, l'abstraction de la carte. Okay. Et l'API, dans ce modèle-là, en fait, encore une fois, équipe cette circulation, équipe cet ancrage et l'exploite économiquement, puisque en fait, à chaque fois que vous avez une carte, vous avez une métrique aussi qui se met en place, vous avez des statistiques, des statistiques de lecture, des statistiques d'affichage. Ensuite, Twitter va pouvoir négocier avec des annonceurs. Et voilà, donc vous avez tout un système économique qui se met en place autour de ça. Voilà, hop. Ok. Alors,
second exemple, alors cette fois sur la discrétisation et sur le couple discrétisation et manipulation. Comment les API lient ces deux choses-là? Alors, là, je vais m'intéresser à un cas un petit peu plus radical que la carte Twitter, qui est la génération automatique d'un profil utilisateur par le site Sens Critique, qui est un site de critique culturelle. Donc vous mettez j'ai vu tel film, il est bien, vous le notez, etc. Bon, pour ça, Sens Critique, il intègre un bouton Facebook Connect. C'est facile, hein, c'est là. Commencez maintenant, pas trop besoin de vous le montrer en fait. Et ce bouton, il va faire quoi? Il va utiliser l'API de Facebook pour accéder à ce qu'on appelle le graphe social de la personne et générer un profil utilisateur. Le graphe social, je vais passer juste un peu de temps là-dessus, puis après je reviendrai à Sens Critique, mais pour comprendre ce rapport entre discrétisation et manipulation, il faut que je passe par le graphe. Le graphe social, c'est un concept introduit en 2010 par Facebook, enfin par Mark Zuckerberg, et l'idée est la suivante. Facebook peut être représenté comme un ensemble de nœuds. Okay. Un nœud étant un profil, une page de marque, une photo, un statut, n'importe quoi, n'importe quel objet. Donc Facebook peut être représenté comme un ensemble de nœuds et de relations. Bon, ça c'est la théorie classique des graphes. Quand un utilisateur aime une page, il crée une connexion dans le graphe. Alors, quand un utilisateur aime une page, quand un utilisateur cuisine tel truc, quand un utilisateur regarde telle série, il y a une connexion qui se crée entre deux nœuds. Paf. Ok. Ça repose sur le protocole Open Graph. Concrètement, le protocole Open Graph, c'est pareil, un ensemble de balises HTML qui permet de représenter une page web sous forme de métadonnées qui peuvent ensuite être introduites dans le graphe. Donc, ça suppose que le graphe social suppose quoi? Suppose que toute action sur Facebook et sur le web, en fait, c'est là la force de Facebook, c'est qu'il propose un graphe social, mais qui a vocation à intégrer le web entier. Vous voyez que là, je dirais pas une forme, peut-être pas d'universalisme, j'allais dire hégémonisme, c'est peut-être un peu violent, mais en tout cas une volonté d'expansion d'un modèle spécifique qui est celui de Facebook au web entier. Donc c'est pas que social en fait. Les termes de graphe social. Non, c'est pas que social. Ça, en fait, ça peut intégrer. C'est juste que la définition du social for Facebook est très large. Parce que ça inclut le plat. Ça inclut le plat. Ça inclut toutes les entités du monde qui peuvent être représentées sous la forme d'un graphe. Le graphe total. Ça pourrait être ça, ouais. Mais ils appellent ça social parce que c'est un réseau social. S'il s'appelait réseau total, peut-être ça marcherait moins bien. Mais ça joue aussi. Mais c'est graphe total, c'est bien. En tout cas, il y a clairement une volonté de cartographier, parce que finalement c'est un peu ça un graphe, en quelque sorte. Cartographie formée. Il y a cette idée qu'on peut représenter n'importe quelle action sur Facebook et sur le web comme l'action d'une entité élémentaire, un nœud A, sur une autre, un nœud B, qui va être relié par une relation. Important, c'est une représentation qui est bien formelle. Je reviens à la pensée d'écriture, c'est Turing, c'est ma première partie. C'est une représentation qui est bien formelle, puisqu'elle se préoccupe guère, en principe, de la nature de l'action et de son sens. Là, vous voyez bien que, oui, ils ont requalifié les only friend, like, cook. Mais en fait, vous pourriez inverser les trucs, vous pourriez mélanger les mots. La structure du graphe, c'est la même. Est-ce que le nombre d'étiquettes est fini? Le nombre de... Alors, friend, oui. listen, like, etc. Ouais, mais justement, ils l'élargissent considérablement. Ah. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient sur toutes les actions prévues par Facebook. Hein, Il est le fini like, le moment, mais... Voilà. Mais c'est pour ça aussi, et ça se voit d'ailleurs, enfin c'est pour ça. Quand sur Facebook maintenant ils ont permis, on peut pas seulement juste mettre un petit pouce en disant j'aime tel truc, mais vous pouvez annoncer que vous êtes énervé, que vous êtes triste, que vous avez toute une batterie de réactions. Parce que ces batteries de réactions, en fait, ça augmente les nuances en fait, du graphe. Les nuances possibles du graphe, c'est autant d'étiquettes dans le graphe. Donc ça précise un peu les relations. Voilà. Mais ça me permet, enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est une représentation qui est à la fois formelle, mais qui va toujours être recontextualisée, nécessairement, puisque ce qui intéresse aussi Facebook, c'est d'avoir des relations qualifiées. On va dire, X, Y, un lien, ça vaut rien. Ce qui vaut pour Facebook, c'est si X aime Y, si X adore, déteste, etc. Mais ça, les liens, les étiquettes en question, c'est des mots anglais. Oui, pour l'instant. Ça, c'est le modèle culturel de Facebook. Oui, mais c'est vrai qu'on quitte le domaine du pur symbole, là. On est plus chez exactement, on rentre dans la culture. On rentre dans le domaine de la culture. Mais une requalification culturelle, symbolique, qui s'ancre dans une certaine conception du lien, de l'amitié, de la cuisine, que sais-je,
qui se base sur une structure formelle et abstraite. C'est ça qui m'intéresse. Les deux sont indissociables en fait. La perspective universaliste de ce graphe, la perspective totalitaire, totalisante de ce graphe, elle puise sa force dans l'abstraction formelle, nécessairement. Et ensuite, il va y avoir une requalification. Mais s'il n'y a pas une discrétisation et une formalisation en amont, il ne peut pas y avoir une requalification. Et c'est précisément, ça tombe bien parce que c'est précisément ça, c'est-à-dire que ce que fait Sens Critique, quand on va partir en allant voir dans le graphe social pour générer un profil, il fait exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait il va réutiliser ce qu'il trouve dans le graphe et il va requalifier toutes les relations qu'il trouve. Là vous avez par exemple une liste de membres. Alors moi j'ai fait ça automatique, donc j'étais très surpris parce que je vois, ah bon, alors lui il est dessus, d'accord, ok, bon, il me recommande machin, il a regardé le truc, je ne savais pas du tout. Et en fait, il a pris toutes les informations de mon graphe et il a requalifié, réarrangé sémiotiquement, il a produit une forme. Il n'a produit cette forme, en fait c'est simple, hein, quand vous cliquez sur le bouton commencer maintenant, vous avez une procédure d'identification avec un token d'authentification, ça récupère les infos, il y a un script côté serveur qui mouline, qui va parcourir votre graphe et ça vous génère dans votre navigateur cette interface là. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, effectivement, d'un point de vue technosémiotique, vous avez une structure discrète et combinatoire, formelle, discrète et combinatoire qui est le graphe, qui va être requalifiée, remise dans une certaine culture visuelle, une certaine culture de l'amitié, une certaine culture de ce que c'est que la culture et la critique culturelle, qui vont être requalifiées, réappropriées, qui vont faire l'objet d'une manipulation. C'est ça qui est un lien entre discrétisation et manipulation. Qui vont faire l'objet d'une manipulation et cette manipulation va servir à produire une forme. Voilà. Vous objecteriez à ce qu'on dise que c'est une interprétation? Parce que moi, c'est ça que je pense. Alors, d'abord, il y a le fait que interpréter, ça a un sens en programmation. Donc ça, déjà, voilà. Ça, c'est un premier point, donc on sort deux. Je sais pas, parce que c'est une machine qui le fait automatiquement. Oui, mais... Moi, je suis prêt à le dire, mais j'ai des gens qui font la tête quand je leur dis ça. Parce que ça maintient, après, ça ouvre à la question du vocabulaire qu'on emploie et comment ça intègre le calcul des machines dans des activités auparavant dévolues aux humains, qui par exemple l'interprétation. Si on dit interprétation, ça ne peut pas être dans le même sens que quand on dit j'interprète ce texte. Il n'y a pas... Parce que les conditions de cette interprétation sont tellement marquées par le formalisme et l'abstraction en fait, logique que un humain, voilà. C'est juste prendre un sens, un mot très ancré dans une culture humaine. Moi je serais prêt à le dire, mais en tout cas je suis prêt à le dire pour l'écriture. Pour l'interprétation, je sais pas, c'est une bonne question. Peut-être. Voilà. Dernier point, rapidement, juste pour vous montrer en fait que c'est un peu ce à quoi je suis arrivé dans ma thèse, c'est que en fait ce qui est intéressant c'est que les API ne font pas juste que profiter de la discrétisation des éléments informatiques pour produire des formes et manipuler ces éléments, mais qu'en fait ça cherche à maximiser ce lien, c'est-à-dire plus une forme est discrétisable et plus elle va pouvoir être manipulable et réappropriée. Et donc plus elle va pouvoir circuler. Et je vous redis que la circulation, la réappropriation est devenue une valeur, un enjeu économique et symbolique. Pour ça, j'ai pris en fait 3 façons de représenter une même forme. Vous avez un tweet, un fil Twitter qui regroupe les différents tweets de la Bibliothèque nationale de France, en l'occurrence. Et puis vous avez la forme, donc ça c'est la timeline, hein, c'est ce que vous avez, qui est la forme la plus élémentaire en fait, que vous pouvez intégrer dans votre site si vous passez par l'API Twitter. Après tout le monde peut le faire, en fait il s'agit de copier-coller du code HTML, c'est assez facile. Et ça c'est vraiment le fonctionnement initial de l'API, ça sert vraiment à ça. Quand je dis l'API sert à écrire des sites web, c'est ça. Là vous avez le code source qui est généré automatiquement, donc en fait à chaque, là vous avez une petite balise li qui permet en fait de regrouper, de lister tous les tweets de la timeline. Donc ça c'est que le premier tweet. Hein. Et puis ensuite, ça, c'est la même chose. Alors, c'est pas le même tweet, évidemment, parce que j'ai fait le corpus à différent, tant pis pour moi. Ça, par contre, je suis passé par la console de l'API de Twitter, et ça, c'est une représentation en JSON, JavaScript Object Notation, d'un tweet. D'accord ? Donc,
d'un point de vue formel et abstrait, c'est la même chose. Tout ça, c'est des tweets. Mais c'est pas du tout la même chose d'un point de vue culturel, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on constate, c'est d'abord une inflation scripturaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de texte. En fait, la petite forme en bas à droite, elle est très ramassée. Elle fait preuve d'une grande économie visuelle. Alors que le code source ou le JSON, la représentation en JSON, prend une place extrêmement importante. Et surtout, ça fait appel à une culture du texte qui est plus spécialisée. C'est-à-dire que la timeline Twitter, beaucoup de gens peuvent la lire parce que ça fait appel à une culture du texte qui est largement partagée. Quand vous allez dans le code source, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas tout le monde qui peut en lire. Voilà. Et quand vous allez dans la représentation JSON, c'est encore autre chose. Ça fait appel à d'autres cultures de lecture. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va utiliser l'API pour récupérer des tweets sous cette forme-là, on va pouvoir, on a beaucoup plus de possibilités en fait. On a beaucoup plus de choix et de manipulations possibles. On va pouvoir accéder à un niveau très détaillé d'infos, à un fort niveau de granularité dans la discrétisation de l'objet, qui va permettre des manipulations très ciblées. On va pouvoir sélectionner que les tweets qui contiennent un hashtag qui commence avec save the date, ou que les tweets je sais pas moi, qui contiennent un nom d'utilisateur qui commence par un A, etc., etc. Donc on va pouvoir mieux manipuler en fait, et mieux se réapproprier l'objet tweet. Et ça, pour moi, c'est vraiment intéressant, c'est que plus la forme est compacte, plus elle est préfabriquée, plus elle est standardisée, plus le module qui est abstrait est compact, moins, en fait, elle peut circuler, mais elle est assez peu maniable. Et plus on va aller dans des formes discrètes, okay, détaillées, au degré de granularité plus fin, plus ça va demander une culture du texte, qui est une culture technique en fait, plus précise, plus technique, voilà, une culture plus technique on va dire, en fait des savoir-faire en programmation, mais plus on va pouvoir personnaliser et adapter en fait les données qu'on a récupérées. Voilà. Donc il y a un lien entre le niveau de discrétisation d'un objet informatique, enfin, là en l'occurrence du tweet, et son degré de manipulation et de réadaptation. Et en fait, l'API fournit l'ensemble des niveaux de granularité. Depuis la forme la plus compacte, la plus simple, jusqu'à la forme en JSON, qui permet des manipulations faciles. Donc l'industrie médiatisante, en l'occurrence qui est Twitter, équipe cette discrétisation, cette précision dans la discrétisation, qui permet de se réapproprier ce qu'est un tweet stable. Voilà. Donc, juste pour conclure, ça permet en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que je pense qu'on comprend mieux le succès des API dans le cas des plateformes web en fait. Les API ont eu un grand... Enfin, dans les années de ma thèse, là, tout le monde jurait que par les API. Enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui en voyais partout, mais il y avait un grand mode, en tout cas, je trouvais des API web. Il y avait des salons entiers dédiés à ça, etc. Pourquoi? Parce que, à mon avis, ce qui explique, c'est que c'est des dispositifs qui ont une fonction éditoriale et qui structurent le texte comme un combinatoire de modules abstraits et remobilisables selon le contexte. Ça, c'est ancré dans l'histoire de l'informatique et de la programmation, comme je viens de vous le montrer. Ce sont également des dispositifs qui reposent sur un lien entre discrétisation et manipulation des objets auxquels ils donnent accès. Ce que je viens de vous montrer avec le tweet. Mais un lien qui radicalise, c'est-à-dire que plus c'est discrétisable, plus c'est manipulable. Et plus on va pouvoir se réapproprier ces objets-là. Or, comme les industries médiatisantes fondent leur économie sur la circulation des textes et la réappropriation, les API permettent cette circulation, permettent ces réappropriations en favorisant l'abstraction et la discrétisation des formes de texte. Voilà. C'est en cela que les API, par leur composante informatique, participent à une industrie des messages. Voilà, merci. Merci beaucoup.